À 3h47, mon téléphone a sonné. C'était mon fils, mort depuis 4 ans. « Papa, ouvre, il me cherche. Je m'appelle Pierre Morel. J'ai 74 ans et jusqu'à cette nuit-là, je pensais avoir compris comment fonctionne le monde. 40 ans, ingénieur électricien à l'usine Schneider de Vénissieux, là où les machines ronronnent du matin au soir et où chaque problème a sa solution, pourvu qu'on prenne le temps de le diagnostiquer. Une carrière droite, sans éclat particulier, mais honnête. Le genre de parcours qu'on ne remarque pas dans les journaux mais qui fait tourner le pays. Une femme aimée pendant 46 ans, avant que le cancer ne me l'enlève. Colette, ma Colette aux yeux verts, qui riait trop fort au cinéma et qui refusait de jeter les restes parce qu'elle avait grandi pendant les restrictions. Elle est partie il y a 7 ans maintenant. Un matin d'octobre où les feuilles tombaient sur notre terrasse et où je tenais sa main en regardant le cerisier qu'elle avait planté l'année de notre mariage. Un fils, Thierry, qui avait hérité de mes mains habiles et du sourire de sa mère, qui construisait des maquettes d'avions à 8 ans et des entreprises à 30, qui m'appelait tous les dimanches soirs, même quand il était débordé, même quand il voyageait pour son travail, juste pour me demander comment j'allais. Et puis, il y a 4 ans, un camion qui grille un feu rouge sur la Nationale 7, et mon fils rejoint sa mère dans ce silence, où je ne peux pas encore les suivre. Le chauffeur du camion était alcoolisé, 3 fois la limite légale. Il s'en est sorti avec une jambe cassée et 2 ans de prison avec sursis. Mon fils est mort sur le coup. La vie n'est pas juste. Je ne l'ai jamais cru juste, mais ce jour-là, j'en ai eu la confirmation définitive. Aujourd'hui, je vis seul dans la maison familiale de Bronn, en banlieue lyonnaise. C'est une maison de plain-pied des années 70, avec ses murs en crépi jaune pâle et son toit de tuiles rouges qui a besoin de réparation, que je repousse d'année en année. Une maison trop grande pour un homme seul, avec ses 3 chambres vides et son jardin que je n'ai plus la force d'entretenir comme avant. Les rosiers de Colette sont devenus sauvages. Les mauvaises herbes gagnent du terrain sur la pelouse, et le cabanon au fond penche dangereusement vers la gauche depuis l'hiver dernier. Mais c'est ici que Thierry a fait ses premiers pas, sur ce parquet que j'ai poncé moi-même en 1983. C'est ici que Colette a planté le cerisier qui fleurit chaque printemps, avec une obstination que j'admire. C'est ici que nous avons fêté des anniversaires, des Noëls, des retours de vacances. Les murs portent encore les traces des photos que nous avons accrochées et décrochées au fil des décennies. Je ne partirai pas tant que mes jambes me porteront jusqu'à la cuisine et que mes yeux pourront voir le cerisier depuis la fenêtre du salon. Après la mort de Thierry, il me restait 2 liens avec lui. Sa fille, ma petite fille Léa, 17 ans maintenant, qui a ses yeux noisettes et sa façon de pencher la tête vers la gauche quand elle réfléchit à quelque chose de compliqué. Elle fait ses études dans un lycée privé de Lyon, en section littéraire, et elle rêve de devenir écrivaine. Quand elle vient me voir, elle passe des heures dans la bibliothèque de Colette, feuilletant les vieux romans que personne ne lit plus, prenant des notes dans un carnet à la couverture usée. Et Sandrine, sa veuve, 44 ans, qui m'appelait Papa Pierre, avec une chaleur qui me réchauffait le cœur. Elle venait me voir chaque dimanche avec des plats préparés et des sourires inquiets, me demandant si je mangeais bien, si je dormais bien, si je n'avais besoin de rien. Une petite femme brune aux cheveux toujours bien coiffés, avec des yeux gris qui semblaient toujours calculer quelque chose même quand elle souriait. Pendant 4 ans, j'ai cru que nous formions ce qui restait d'une famille,
les fragments d'un tout qui s'était brisé, mais qui tenait encore debout par la force de l'habitude et de l'affection. J'ai payé le loyer de Sandrine quand son travail de secrétaire médicale ne suffisait plus à couvrir les charges de son appartement dans le 3e arrondissement. J'ai financé les études de Léa dans son lycée privé, les voyages scolaires, les cours particuliers de mathématiques dont elle avait besoin pour remonter ses notes. J'ai signé des chèques pour les urgences qui semblaient se multiplier chaque mois. Le chauffe-eau qui lâche, la voiture qui a besoin de réparation, les frais de santé non remboursés. Je faisais ça pour Thierry, pour garder vivant ce qui restait de lui, pour que sa fille ne manque de rien, pour que sa veuve ne se retrouve pas à la rue. C'était mon devoir de père, même si mon fils n'était plus là pour me le rappeler. C'était ma façon de continuer à l'aimer à travers ceux qu'il avait laissés derrière lui. Cette nuit-là, à 3h47, tout a basculé. Le téléphone a vibré sur ma table de nuit, m'arrachant à un sommeil fragile que les somnifères ne parviennent plus à approfondir depuis des années. À mon âge, chaque appel nocturne fait battre le cœur plus fort. On pense aux ambulances avec leurs gyrophares bleus, aux mauvaises nouvelles qui ne peuvent non pas attendre le matin, aux amis qui partent les uns après les autres comme les feuilles d'un arbre en automne. Gérard avait eu son infarctus en novembre. Maurice était tombé dans l'escalier en janvier. La mort rôde autour de nous, à 74 ans, et elle ne prend pas rendez-vous. J'ai attrapé l'appareil, avec des doigts engourdis par le sommeil, tâtonnant dans l'obscurité. L'écran brillait trop fort dans le noir de la chambre, m'éblouissant une seconde avant que mes yeux ne s'ajustent. Numéro inconnu, pas de nom enregistré dans mes contacts, juste une série de chiffres qui ne me disaient rien. J'ai décroché par réflexe, la voix encore rauque de sommeil, le cœur déjà serré par cette angoisse qui accompagne toujours les appels de nuit. Allô? Et c'est là que le monde s'est arrêté. Papa, ouvre, il me cherche. C'était sa voix, la voix de Thierry. Cette intonation légèrement grave qu'il avait héritée de moi et qui le faisait toujours paraître plus vieux qu'il n'était au téléphone. Cette façon de respirer entre les mots quand il était stressé, une petite pause presque imperceptible que je reconnaissais depuis qu'il était adolescent. Cette chaleur dans le timbre qui me faisait toujours penser qu'il souriait même quand il ne souriait pas. Pendant 3 secondes, peut-être 4, j'ai cru. Mon cœur s'est gonflé d'un espoir insensé, celui qu'on ressent dans les rêves où les morts reviennent et où tout n'était qu'un malentendu. Peut-être que l'accident était une erreur. Peut-être qu'il avait survécu quelque part, amnésique, perdu dans un hôpital étranger, et qu'il revenait enfin vers moi après toutes ces années. Peut-être que j'allais me réveiller et découvrir que les 4 dernières années n'avaient été qu'un cauchemar particulièrement long et cruel. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Mes mains tremblaient sur le téléphone. Des larmes montaient à mes yeux sans que je puisse les contrôler, des larmes d'espoir et de terreur mêlées. Thierry, mon fils, papa, tu m'entends? J'ai besoin que tu ouvres le coffre, le code, vite. Ils arrivent, et c'est là que tout s'est effondré. Pas papa. La voix avait dit papa au début, oui, mais quelque chose clochait dans la 2e phrase, une distance, une froideur. Le code, vite, comme un ordre qu'on donne à un subordonné. Comme quelqu'un qui récite un texte appris par cœur sans en comprendre vraiment les nuances. Et puis il y avait autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus profond, que mon cerveau avait capté avant même que ma conscience ne l'analyse, le rythme, l'intonation. Cette façon mécanique de lier les mots,
comme si chaque phrase était assemblée à partir de morceaux, plutôt que de couler naturellement. Thierry ne m'aurait jamais parlé comme ça. Thierry, même à 40 ans, même père lui-même, même débordé par son travail et ses responsabilités, m'appelait papa, avec la même tendresse qu'à 6 ans, quand il me montrait ses dessins et attendait mon approbation avec des yeux brillants. D'espoir, jamais père, jamais cette distance formelle que certaines familles cultivent et que la nôtre avait toujours refusée. C'était notre code à nous, notre intimité de père et fils qui avait survécu à l'adolescence difficile, aux disputes sur ses choix de carrière, aux années où il était trop occupé pour venir me voir aussi souvent qu'il l'aurait voulu. Le dernier mot qu'il m'a dit, sur son lit d'hôpital avant de fermer les yeux pour la dernière fois, alors que les machines bipaient autour de lui et que les médecins s'agitaient en vain, c'était « Papa ». Juste ça. Papa, avec tout l'amour du monde dans ces 2 syllabes. La voix dans le téléphone n'était pas mon fils. Je n'ai pas raccroché tout de suite. Je suis resté là, dans le noir de ma chambre, assis sur le bord de mon lit, écoutant cette voix qui continuait à parler, à supplier, à demander le code du coffre avec une urgence de plus en plus pressante. Et plus elle parlait, plus je reconnaissais les failles, des expressions que Thierry n'utilisait pas. Il disait « Écoute, papa », quand il voulait mon attention. Pas « S'il te plaît, je t'en prie ». Un rythme légèrement mécanique dans certaines phrases, comme si les mots étaient assemblés par une machine plutôt que prononcés par un être humain. Cette façon de dire « S'il te plaît » qui sonnait faux, comme traduite d'une autre langue émotionnelle, comme si quelqu'un avait appris les mots sans comprendre ce qu'ils étaient censés exprimer. J'ai raccroché sans un mot. Ma main a posé le téléphone sur la table de nuit avec une précision que je ne me connaissais pas, comme si mon corps agissait en pilote automatique pendant que mon esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Une rage froide, celle qui monte du ventre et qui serre la mâchoire, au lieu de faire crier, celle que je ressentais quand un collègue se faisait licencier injustement, quand un client essayait de nous arnaquer sur un contrat, quand le monde montrait son visage le plus laid et qu'il fallait trouver la force de continuer à y vivre. Quelqu'un avait volé la voix de mon fils mort. Quelqu'un avait pris ce qui restait de lui. Ses mots, son souffle, sa présence sonore, la seule chose que je pouvais encore entendre quand je regardais les vieilles vidéos de famille, et l'avait transformé en outil de manipulation, en arme contre moi. Et ce quelqu'un connaissait l'existence du coffre. Je me suis levé lentement, mes genoux craquant, comme ils le font chaque matin depuis 10 ans. J'ai allumé la lampe de chevet, la lumière jaune inondant la chambre et chassant les ombres dans les coins. La maison était silencieuse, avec ce silence particulier des nuits d'hiver, où même les murs semblent retenir leur souffle, où le moindre craquement du parquet résonne comme un coup de feu. Je suis descendu à la cuisine, m'appuyant sur la rampe de l'escalier que j'avais installé après la mort de Colette, quand je m'étais rendu compte que vivre seul à mon âge nécessitait certaines précautions. J'ai fait chauffer de l'eau pour un thé que je n'ai pas bu, regardant la bouilloire fumer sans vraiment la voir. Mon esprit était ailleurs, occupé à rassembler les pièces d'un puzzle dont je ne connaissais pas encore tous les contours. Le coffre, un petit coffre-fort mural, de la taille d'une boîte à chaussures, caché derrière une reproduction de Monet dans mon bureau. Les Nymphéas, le tableau préféré de Colette. Je l'avais fait installer il y a 20 ans, quand les cambriolages dans le quartier avaient commencé à se multiplier et que la police nous conseillait de sécuriser nos biens les plus précieux. Le coffre contenait les papiers importants,
l'acte de propriété de la maison, mon testament rédigé avec un notaire après la mort de Colette, quelques obligations au porteur que mon père m'avait laissées et que je n'avais jamais eu le cœur de vendre. Il contenait aussi quelques bijoux de Colette, sa bague de fiançailles avec le petit diamant que j'avais mis 3 mois à payer, son collier de perles hérité de sa grand-mère, les boucles d'oreilles en or que je lui avais offertes pour nos 25 ans de mariage. Et les économies d'une vie, environ 80 000 € en liquide, répartis en liasses soigneusement rangées, l'argent de côté pour les coups durs, pour les urgences, pour le jour où mes jambes ne me porteraient plus et où il faudrait payer quelqu'un pour s'occuper de moi. Pas une fortune aux yeux de certains, mais assez pour que quelqu'un prenne des risques, assez pour que quelqu'un utilise la voix d'un mort. Qui savait pour ce coffre? J'ai posé ma tasse sur la table de la cuisine et j'ai commencé à compter sur mes doigts, comme je le faisais quand j'établissais une liste de composants à commander pour un chantier. Colette, bien sûr, mais elle était partie depuis 7 ans. Elle avait emporté ce secret dans sa tombe, au cimetière de la Guillotière, où je vais lui porter des fleurs chaque dimanche après la messe. Thierry, à qui j'avais montré l'emplacement du coffre quand il était devenu adulte, un soir de Noël, où nous avions un peu trop bu et où j'avais senti le besoin de lui expliquer certaines choses, au cas où il m'arriverait quelque chose. C'est derrière le monnaie, lui avais-je dit. Le code, c'est la date où tu m'as appelé papa pour la première fois. Tu avais 3 ans, le 15 mars 1982. Et Sandrine. Thierry m'avait dit qu'il lui en avait parlé après leur mariage. Je me souviens de cette conversation, un dimanche midi, autour d'un poulet rôti. Thierry avait cette expression un peu gênée, qu'il avait toujours quand il devait justifier ses décisions. Elle est ma femme, papa. Elle doit savoir ces choses-là. Au cas où, je me suis assis à la table de la cuisine, les mains autour de ma tasse refroidie, et j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, des pièces que j'avais ignorées pendant 4 ans, parce que je voulais croire à la famille, parce que le deuil rend aveugle et sourd à tout ce qui pourrait ajouter de la douleur à la douleur, parce que j'avais besoin de quelqu'un à qui donner ce que je ne pouvais plus donner à Thierry, les demandes d'argent, d'abord. Après la mort de Thierry, Sandrine avait touché l'assurance vie, 150 000 €. Une somme conséquente qui aurait dû lui permettre de vivre tranquillement pendant plusieurs années, surtout avec son salaire de secrétaire médicale et les aides auxquelles elle avait droit en tant que veuve. Mais 6 mois plus tard, elle m'expliquait qu'elle avait des difficultés, des dettes de Thierry qu'elle découvrait, des crédits à la consommation qu'il avait contractés sans lui en parler, des frais médicaux de Léa, une opération des amygdales, des séances chez un orthodontiste, des problèmes avec son propriétaire qui augmentait le loyer et menaçait de ne pas renouveler le bail. J'avais donné sans compter, sans vérifier. C'était la veuve de mon fils. C'était la mère de ma petite fille. Comment aurais-je pu lui demander des justificatifs, des factures, des preuves? Cela aurait été insultant. Cela aurait été admettre que je ne lui faisais pas confiance. Et la confiance, c'était tout ce qui me restait. Puis il y avait eu les questions. Des questions anodines en apparence, glissées dans nos conversations du dimanche, entre la soupe et le fromage, quand la télévision murmurait en fond sonore et que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres du salon. « Papa Pierre, vous avez déjà pensé à ce qui arriverait si vous tombiez malade? Vous avez des papiers en ordre? Un testament? Vous savez, à votre âge, il faudrait peut-être penser à simplifier vos finances. Avoir tout sur un seul compte, c'est plus facile à gérer. Vous avez des économies de côté? C'est important, vous savez. »
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je répondais vaguement, par pudeur, par habitude de cette génération qui ne parle pas d'argent à table et qui considère les questions financières comme des affaires privées. Mais maintenant, ces questions prenaient une autre couleur. Maintenant, je voyais le schéma derrière les mots, la stratégie derrière les sourires. Et puis, il y a 3 mois, la proposition. Sandrine était arrivée un dimanche avec un dépliant coloré qu'elle avait sorti de son sac à main avec un enthousiasme qui semblait un peu trop répété pour être naturel. Une résidence pour seniors, à Villeurbanne. Les jardins d'automne, ça s'appelait. Avec une photo de vieux souriants jouant aux cartes dans un salon lumineux et des infirmières en blouse blanche qui avaient l'air sorties d'une publicité pour dentifrice. Regardez, Papa Pierre, c'est magnifique. Il y a une piscine chauffée, des activités tous les jours, un médecin sur place en permanence. Vous seriez moins seul, et cette grande maison, elle vous fatigue, non? Toutes ces chambres vides, tout cet entretien, on pourrait la vendre, vous mettre à l'abri dans un endroit où on s'occuperait bien de vous. J'avais refusé poliment, expliquant que j'étais bien chez moi, que mes souvenirs étaient ici, que je n'étais pas encore assez diminué pour avoir besoin qu'on s'occupe de moi 24 heures sur 24. Elle avait insisté 1 fois, 2 fois, 3 fois, au cours du mois suivant, puis avait abandonné avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Cette nuit-là, dans ma cuisine silencieuse, je comprenais enfin ce sourire. Ce n'était pas de la déception, c'était de la frustration de quelqu'un dont le plan ne fonctionne pas comme prévu. Si je vendais la maison et que j'allais en résidence, l'argent de la vente passerait sous son contrôle d'une façon ou d'une autre. Affaibli, isolé, entouré d'étrangers, je serais plus facile à manipuler, plus facile à convaincre de signer des papiers que je ne comprendrais pas vraiment, plus facile à déclarer incapable si les choses ne bougeaient pas assez vite à son goût. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé Sandrine. Je n'ai pas appelé la police non plus, pas encore. J'avais besoin de preuves, pas de soupçons. J'avais besoin de comprendre comment cette voix avait été créée, par qui, et surtout comment prouver ce que je savais maintenant avec une certitude glaciale. J'ai appelé Gérard. Gérard Fontaine avait travaillé avec moi pendant 30 ans à l'usine Schneider, responsable informatique, avant que ce mot ne devienne à la mode. Il avait été le premier à installer des ordinateurs dans nos ateliers, à automatiser les commandes, à nous faire entrer dans l'ère numérique, alors que la plupart d'entre nous confondaient encore une disquette avec un dessous de verre, un homme carré, avec des épaules de déménageur et des mains de pianiste qui couraient sur les claviers avec une agilité surprenante, pragmatique jusqu'à l'os, le genre à résoudre les problèmes avec des solutions plutôt qu'avec des plaintes. Il avait traversé la révolution numérique avec la même curiosité qu'un enfant découvre un nouveau jouet, s'émerveillant des possibilités plutôt que de se plaindre des changements. À 70 ans, il passait ses journées sur son ordinateur, suivant les dernières avancées technologiques avec un enthousiasme que je n'avais jamais eu. Il avait un compte sur tous les réseaux sociaux, utilisait des applications dont je ne connaissais même pas le nom, et regardait des vidéos de vulgarisation scientifique pendant des heures, comme d'autres regardent des séries policières. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles jamais avant midi. T'as un problème avec ta box Internet encore. » Je lui ai tout raconté. Le téléphone à 3h47. La voix de Thierry, qui résonnait encore dans ma tête, parfaite et fausse à la fois. Le coffre, le père qui avait trahi l'imposture, mes soupçons sur Sandrine. Le silence de Gérard a duré longtemps. J'entendais sa respiration dans le combiné, lente et régulière,
celle d'un homme qui réfléchit intensément avant de parler. Puis sa voix est revenue, grave et préoccupée. « Pierre, ce que tu décris, ça s'appelle du voice cloning, du clonage vocal par intelligence artificielle. » Avec 30 secondes d'enregistrement de la vraie voix, ces programmes peuvent reproduire n'importe qui. L'intonation, le rythme, la texture sonore, tout. C'est bluffant. Même les experts ont du mal à faire la différence parfois. Mon estomac s'est noué. 30 secondes, parfois moins. Les algorithmes sont devenus incroyablement efficaces. Une vidéo de famille, où quelqu'un parle pendant 1 minute, un message vocal gardé sur un téléphone, une interview sur YouTube. N'importe quoi peut servir de base. Ensuite, le programme analyse les caractéristiques vocales et peut générer n'importe quelle phrase avec cette voix. J'ai pensé aux vidéos. Après l'enterrement de Thierry, Sandrine avait demandé à récupérer toutes les cassettes VHS et les DVD de famille. Pour Léa, avait-elle dit avec des larmes dans les yeux, pour qu'elle garde des souvenirs de son père, pour qu'elle puisse entendre sa voix quand il lui manque trop. J'avais trouvé ça touchant. J'avais trouvé ça beau, même cette façon de vouloir préserver la mémoire de Thierry pour sa fille. J'avais tout donné, les vidéos de Noël où Thierry déballait ses cadeaux en commentant chaque paquet, les films de vacances où il expliquait l'histoire des châteaux de la Loire avec un sérieux d'historien, les enregistrements de ses spectacles d'école, de ses remises de diplômes, de son mariage, des heures et des heures de sa voix, plus qu'assez pour nourrir n'importe quel programme d'intelligence artificielle. « Gérard, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux faire? Comprendre, prouver, et ensuite, on verra. » Gérard est passé chez moi l'après-midi même. Il a apporté son ordinateur portable, un modèle récent avec un écran large et un clavier rétroéclairé, des câbles de toutes les couleurs, et cette énergie particulière des hommes de notre génération, quand ils ont un problème concret à résoudre. On ne pleure pas, on agit, on ne se lamente pas, on cherche des solutions. C'est notre façon de survivre, la seule que nous connaissons. Il a commencé par examiner mon téléphone, le tournant dans ses mains avec la précision d'un horloger, naviguant dans les menus avec une aisance qui me rendait jaloux. L'appel venait d'un numéro masqué, a-t-il dit en fronçant les sourcils. Techniquement, c'est impossible à tracer directement sans passer par les opérateurs, et il ne communique ces informations qu'à la police avec une réquisition judiciaire. Alors on fait quoi? Gérard a souri, ce sourire de vieux renard, qu'il avait quand un problème technique l'amusait plus qu'il ne le décourageait. Ces services de clonage vocal, ils fonctionnent souvent via des applications mobiles ou des sites web spécialisés. Quelqu'un doit créer le clone, le configurer avec les échantillons vocaux, puis lancer l'appel ou générer un fichier audio. Si c'est Sandrine, elle a dû laisser des traces quelque part, des recherches Internet, des inscriptions à des services, des paiements par carte bancaire. Je l'ai regardée, perplexe. Comment on trouve ça? On ne trouve pas directement. Mais on peut faire en sorte qu'elle nous montre elle-même. Les gens qui croient avoir réussi deviennent imprudents. Ils recommencent. Ils en font plus. Ils pensent que leur victime est trop bête ou trop faible pour comprendre. Pendant qu'il travaillait sur son ordinateur, installé à la table du salon avec une tasse de café que je renouvelais toutes les heures, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai appelé ma banque. La conseillère, une jeune femme nommée Madame Bertrand, qui avait une voix douce et professionnelle, a été patiente avec moi. Elle m'a aidé à accéder à mon historique de compte en ligne, me guidant à travers les menus avec une gentillesse qui ne semblait pas feinte.
Monsieur Morel, vous voulez voir les virements effectués vers quel compte exactement? J'ai dicté le ribé de Sandrine, que j'avais noté sur un bout de papier il y a des années pour faciliter les transferts. La conseillère a tapé sur son clavier. Un silence. Monsieur Morel, depuis 4 ans, vous avez effectué 83 virements vers ce compte. Le total s'élève à 47 300 €. Le chiffre m'a coupé le souffle. Je savais que j'avais donné beaucoup, mais je n'avais jamais fait le calcul total. 47 000 €. Plus de la moitié de ce que contenait mon coffre-fort. En dépannage, en urgence, en avance, que je n'avais jamais réclamé parce que ce n'était pas le genre de choses qu'on fait avec la famille. Et les chèques, ai-je demandé d'une voix blanche. Les chèques ne sont pas détaillés avec le nom du bénéficiaire dans votre relevé en ligne. Il faudrait venir en agence avec les souches pour reconstituer. J'avais jeté les souches. Je jetais toujours les souches après avoir noté le montant dans mon carnet. Une habitude stupide que Colette me reprochait déjà de son vivant. Mais ce n'était pas tout. Madame Bertrand a hésité avant de continuer, comme si elle cherchait ses mots. « Monsieur Morel, je dois vous informer de quelque chose. Nous avons refusé une demande de crédit à votre nom il y a 6 semaines. La demande a été faite en ligne avec vos informations personnelles, votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, tout semblait en ordre. Mais les garanties présentées étaient insuffisantes et le montant demandé dépassait notre politique de prêt pour votre tranche d'âge. J'ai senti le froid m'envahir, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Une demande de crédit? Je n'ai jamais fait de demande de crédit en ligne. Je ne sais même pas comment on fait. C'est ce que nous avons supposé quand la demande a été rejetée automatiquement. Nous aurions dû vous contacter pour vérifier. Je suis vraiment désolé que cela n'ait pas été fait. De combien était cette demande? 50 000 €, monsieur. Je n'avais jamais fait cette demande. Je ne savais même pas qu'on pouvait demander un crédit en ligne. Moi qui me déplaçais toujours en agence pour la moindre opération, parce que je n'avais jamais fait confiance aux écrans. Quelqu'un avait utilisé mon identité, quelqu'un qui connaissait mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mes informations bancaires, quelqu'un qui avait accès à mes papiers. Est-ce qu'il y a moyen de savoir d'où venait cette demande? Quelle adresse? IP? Quel ordinateur? Madame Bertrand a promis de faire des recherches et de me rappeler dans les jours suivants avec les informations techniques que leur service informatique pourrait récupérer. J'ai raccroché avec le sentiment d'avoir ouvert une porte sur un gouffre dont je ne voyais pas le fond. Gérard avait entendu toute la conversation. Son visage s'était durci, les rides de son front creusées par la concentration, et quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pierre, ce n'est pas juste de l'arnaque familiale classique, c'est de l'usurpation d'identité, c'est du pénal lourd. On parle de plusieurs années de prison, si c'est prouvé. Je savais, mais je pensais à Léa, à ma petite fille, qui ne savait rien de tout ça, qui aimait sa mère malgré ses défauts, qui venait de perdre son père et qui perdrait tout si je portais plainte. À 17 ans, on ne se remet pas facilement de voir sa mère menottée et emmenée par la police. On ne se remet pas de découvrir que tout ce qu'on croyait était un mensonge. Pas encore, ai-je dit en secouant la tête. Pas avant d'être absolument sûr, pas avant d'avoir tout compris et d'avoir réfléchi à la meilleure façon de gérer ça. Gérard a hoché la tête lentement. Il comprenait. À notre âge, on sait que la vérité est plus importante que la vengeance et que la famille, même brisée, même pourrie de l'intérieur, mérite qu'on essaie de sauver ce qui peut l'être. Les jours suivants, j'ai joué un rôle. Le vieux grand-père un peu perdu, un peu fatigué,
qui ne comprend plus très bien le monde moderne et qui a besoin qu'on lui explique les choses lentement. Quand Sandrine m'a appelé pour savoir si tout allait bien, ma voix a tremblé juste assez pour être convaincante. Je ne dors plus très bien, tu sais. Des cauchemars, des insomnies. Je crois que je vieillis mal, que ma tête ne suit plus comme avant. Oh, papa Pierre, il faut prendre soin de vous. Vous ne voulez pas voir un médecin? Je connais un excellent gériatre, le docteur Verdier. Je pourrais prendre rendez-vous pour vous. Peut-être, oui. Tu as peut-être raison. Je me sens si confus parfois. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. On va s'occuper de vous. Ces mots, autrefois réconfortants, sonnaient maintenant comme une menace à peine voilée. S'occuper de moi, comme on s'occupe d'un vieux meuble dont on veut se débarrasser en récupérant les tiroirs. Tu veux passer ce week-end? J'aimerais bien te voir, on pourrait parler. Bien sûr, papa Pierre, samedi vers midi, ça vous va? Parfait, à samedi, ma fille. Ce mot, ma fille, m'a écorché la gorge comme du verre pilé. Mais il fallait qu'elle croie que rien n'avait changé, qu'elle se sente en confiance, en sécurité. Les prédateurs sont plus imprudents quand ils pensent que leur proie est faible et aveugle. Le week-end est arrivé avec la lenteur des jours d'hiver, ces journées courtes où le soleil se couche avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit d'utile. Sandrine est venue seule, Léa ayant des révisions pour son bac blanc qui approchait. Elle portait un nouveau manteau beige que je ne lui avais pas vu, une écharpe en cachemire qui semblait coûteuse, des boucles d'oreilles en or qui brillaient à chaque mouvement de sa tête. Pour une femme qui m'avait demandé 3 000 € le mois dernier pour des réparations urgentes sur sa voiture, elle semblait remarquablement bien habillée. Nous avons déjeuné ensemble, un poulet rôti acheté chez le traiteur, parce que je n'avais plus le courage de cuisiner des repas élaborés pour une seule personne. Elle m'a posé des questions sur ma santé, sur mon sommeil, sur mes projets, avec cette sollicitude appliquée qui me semblait maintenant aussi artificielle que la voix dans le téléphone. Je répondais avec des phrases vagues, jouant celui qui perd un peu le fil, qui confond les dates, qui doit réfléchir longuement avant de se souvenir de ce qu'il a fait la veille. De temps en temps, je laissais échapper un soupir, un regard perdu vers la fenêtre, comme un homme qui sent sa lucidité lui échapper. Vous savez, papa Pierre, j'ai parlé avec un médecin ami, le docteur Verdier, celui dont je vous ai parlé. Il dit que les troubles du sommeil, à votre âge, ça peut être le signe de quelque chose de plus sérieux, des problèmes cognitifs qui commencent. Vous devriez vraiment faire un bilan complet. J'ai hoché la tête docilement, les yeux baissés sur mon assiette. Tu as peut-être raison, je me sens si fatigué ces derniers temps. Et cette maison, elle a se regardé autour d'elle avec une expression qui se voulait compatissante, mais que je lisais maintenant comme un inventaire. Elle est vraiment grande pour vous tout seul. Tout cet entretien, ce jardin, ces pièces vides. Vous n'avez jamais reconsidéré cette résidence dont je vous avais parlé. Les jardins d'automne, c'est vraiment un endroit formidable. Je ne sais pas, Sandrine. C'est difficile de quitter ces souvenirs. Colette a vécu ici, Thierry a grandi ici. Mais les souvenirs, vous les portez en vous. Elle a posé sa main sur la mienne avec un geste qui se voulait tendre. Les murs, ce ne sont que des murs. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Elle avait cette façon de parler, douce, raisonnable, comme si elle n'avait que mon bien-être en tête. Avant, j'y croyais. Maintenant, chaque mot résonnait comme une manipulation soigneusement calibrée. Après le déjeuner, elle a proposé de m'aider à ranger le bureau. Il y a tellement de papiers qui s'accumulent dans cette pièce. Des factures, des relevés,
des vieux documents. Je pourrais vous aider à trier, à mettre de l'ordre. Ce serait plus simple pour vous. Le bureau, là où se trouvait le coffre, derrière la reproduction de Monet. Les nymphéas de Colette qui gardaient mon secret. C'est gentil, mais pas aujourd'hui. Je suis fatigué après le repas. Une autre fois, peut-être. Une ombre a traversé son visage, vite remplacée par un sourire compréhensif qui ne trompait plus personne. Bien sûr, papa Pierre, reposez-vous. Je reviendrai la semaine prochaine. Quand elle est partie, j'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue. Cette berline noire qu'elle avait achetée l'année dernière et dont elle m'avait dit qu'elle était d'occasion alors que les plaques d'immatriculation indiquaient une première mise en circulation il y a moins de 6 mois. Puis j'ai appelé Gérard. Elle prépare quelque chose. Elle veut accéder au bureau. Au coffre, elle parle de me faire voir un médecin pour un bilan cognitif. Je crois qu'elle veut me faire déclarer incapable. Alors, on accélère. J'ai une idée. Le plan de Gérard était simple mais ingénieux. Le genre de solution technique que seul un esprit formé à résoudre des problèmes pouvait concevoir. Il avait créé une fausse page de connexion pour un service bancaire, identique à celle de ma banque à un détail près que seul un expert remarquerait. Si quelqu'un essaie de se connecter à ton compte depuis un ordinateur qui n'est pas le tien, expliqua-t-il en me montrant l'écran, les informations de connexion seront enregistrées chez moi. L'adresse IP, l'heure exacte, les mots de passe, essayez. Tout? Mais comment faire pour qu'elle utilise cette page? Il faut que tu lui fasses croire qu'elle a gagné ta confiance, que tu es prêt à lui donner accès à tes finances. On va la laisser venir à nous. Une semaine plus tard, j'ai rappelé Sandrine avec une voix volontairement hésitante, comme quelqu'un qui capitule après une longue résistance. Sandrine, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu as raison, cette maison est trop grande pour moi. Et je ne sais plus très bien gérer mes affaires, ses relevés bancaires, ses factures. Je ne comprends plus rien. Est-ce que tu pourrais m'aider avec mes papiers? Je reçois des lettres de la banque que je ne comprends pas. Le silence au bout du fil était éloquent. Je pouvais presque entendre son cœur s'accélérer, son esprit calculer les opportunités. Puis, avec une excitation à peine contenue sous des dehors de sollicitude, « Bien sûr, papa Pierre, bien sûr que je peux vous aider, c'est normal, vous savez, à votre âge, ces choses-là deviennent compliquées. Je peux venir demain si vous voulez. Demain, c'est parfait. Merci, ma fille. » J'ai raccroché et j'ai regardé mes mains. Elles me tremblaient en plus. La colère s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus précis. Une détermination calme, comme celle que j'avais quand je devais résoudre un problème technique particulièrement complexe à l'usine. Identifier la cause, isoler les variables, appliquer la solution. Le lendemain, Sandrine est arrivée avec un sac rempli de dossiers et de formulaires. Elle avait préparé son numéro, apparemment, s'attendant à trouver un vieillard dépassé, prêt à tout signer pour avoir la paix. « J'ai regardé sur Internet, » dit-elle en sortant ses papiers, avec l'efficacité d'une secrétaire. « Il existe des procurations bancaires simplifiées. Comme ça, si vous êtes fatigué ou malade, je peux m'occuper de vos affaires sans vous déranger. Payez vos factures, gérez vos comptes, tout ça. Une procuration. » Elle voulait un accès légal et total à mes finances. Avec ça, elle pourrait tout vider sans même avoir besoin du code du coffre. J'ai joué l'homme soulagé, celui qui trouve enfin quelqu'un pour prendre en charge ses problèmes. C'est une bonne idée. Tu es si gentil de penser à tout ça, mais je voudrais d'abord comprendre où en sont mes finances actuellement. Tu peux m'aider à regarder sur l'ordinateur? Je n'y comprends rien à ces machines. Son sourire s'est élargi.
Elle pensait avoir gagné. Je l'ai menée vers mon vieux bureau, là où Gérard avait installé son piège. L'ordinateur était allumé, l'écran montrant ce qui ressemblait parfaitement au site de ma banque. Elle ne pouvait pas savoir que chaque frappe de clavier serait enregistrée. Je ne me souviens plus très bien du mot de passe, ai-je dit en feignant la confusion, me grattant la tête comme un vieux monsieur dépassé par la technologie. Tu peux essayer pour moi? Tu es plus doué que moi avec ces choses. Sandrine s'est assise devant l'écran sans hésitation. Ses doigts ont survolé le clavier avec une aisance qui trahissait l'habitude, pas l'hésitation de quelqu'un qui ne connaît pas un système. Elle a tapé mon identifiant bancaire, ce qui confirmait qu'elle le connaissait déjà, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, puisque je ne le lui avais jamais communiqué. Puis elle a essayé un mot de passe, rejeté, un autre, rejeté, un troisième. Ça ne marche pas, Papa Pierre. Vous avez peut-être changé le code récemment. Peut-être, je ne me souviens plus. Laisse, je vais appeler la banque lundi pour demander. Elle a insisté quelques minutes, essayant d'autres combinaisons avec une persévérance qui démentait son rôle de belle-fille serviable. Je voyais ses épaules se crisper à chaque échec, sa mâchoire se serrer imperceptiblement. Finalement, elle a abandonné, avec un soupir qui contenait plus de frustration que d'inquiétude. Ne vous en faites pas, on réglera ça la prochaine fois. Mais le mal était fait. Gérard avait maintenant l'adresse IP de toutes ses tentatives, la liste exacte des mots de passe qu'elle avait essayés, ma date de naissance, celle de Colette, celle de Thierry, notre anniversaire de mariage, et la preuve irréfutable qu'elle connaissait mes identifiants bancaires sans que je les lui ai jamais donnés. Ce soir-là, après son départ, j'ai appelé Gérard pour faire le point. Elle a essayé 8 combinaisons différentes, m'a-t-il dit avec une satisfaction sombre. Ta date de naissance, celle de Colette, celle de Thierry, votre adresse, le numéro de ta rue. Cette femme a fait ses recherches en profondeur. Elle connaît ta vie mieux que certains de tes amis. C'est assez pour porter plainte. C'est assez pour commencer à construire un dossier solide. Mais si tu veux vraiment la coincer, il faut la prendre en flagrant délit, avec le clonage vocal. C'est ça, la pièce maîtresse. C'est là que l'idée m'est venue. Une idée risquée, qui pouvait se retourner contre moi si je ne l'exécutais pas parfaitement, mais qui pouvait aussi tout résoudre en une seule fois. Gérard, est-ce qu'on peut retrouver l'origine exacte de l'appel de cette nuit-là? Pas directement, non. Les numéros masqués passent par des services tiers qui protègent l'anonymat. Mais si elle recommence, si elle utilise le même service, alors faisons en sorte qu'elle recommence. Le plan a pris forme sur plusieurs jours de discussion et de préparation. Je devais faire croire à Sandrine que j'étais sur le point de craquer complètement, que ma résistance s'effritait, que le coffre était accessible, que le code était à sa portée. Qu'il suffisait d'un dernier coup de pouce, d'une dernière manipulation, pour que je livre tout ce qu'elle voulait. J'ai commencé par des appels téléphoniques où je semblais confus, parlant de Thierry comme s'il était encore vivant, mélangeant les dates et les événements avec un naturel qui m'a surpris moi-même. 40 ans d'ingénierie m'avaient appris à jouer un rôle quand c'était nécessaire, à adapter mon comportement à mon interlocuteur pour obtenir ce dont j'avais besoin. Sandrine, c'est Papa Pierre. Je voulais te dire, Thierry a appelé hier soir. Il m'a dit qu'il passait dimanche. Tu crois qu'il veut quelque chose? Un silence, au bout du fil, puis avec une prudence que je percevais malgré la douceur de sa voix. Papa Pierre, Thierry n'a pas pu appeler. Vous vous souvenez? Il? Ah oui, c'est vrai.
Excuse-moi, je confonds tout en ce moment. C'était un rêve, probablement. Un rêve très réel. Vous faites souvent ce genre de rêve. De plus en plus, parfois je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est effrayant, tu sais. Sandrine écoutait, avec une patience qui masquait mal son intérêt. Je pouvais presque l'entendre prendre des notes mentales, calculer comment utiliser cette confusion contre moi. Vous savez, Papa Pierre, le deuil peut créer des troubles de la mémoire. C'est documenté médicalement. Des hallucinations auditives, des confusions temporelles. C'est normal, mais il faut surveiller ça. Vous devriez vraiment voir ce médecin dont je vous ai parlé. Tu as peut-être raison. Parfois, la nuit, j'ai l'impression d'entendre Thierry. C'est si réel que je me lève pour aller lui ouvrir la porte. C'est fou, non? Un autre silence. Plus long cette fois. Ce n'est pas fou, Papa Pierre. C'est le manque qui fait ça. Votre cerveau vous joue des tours. Elle ne savait pas que je savais. Elle croyait encore que l'appel nocturne avait été une tentative ratée, un échec technique, pas une révélation qui avait changé ma compréhension de tout ce qui s'était passé depuis 4 ans. 2 semaines ont passé ainsi. J'ai continué mon jeu avec une discipline d'acteur, laissant des indices de ma détérioration mentale chaque fois que je parlais à Sandrine. J'ai même évoqué le coffre, par accident. Lors d'une conversation téléphonique un soir de décembre, j'ai rêvé de Colette cette nuit. Elle me demandait d'ouvrir le coffre. Elle voulait récupérer ses bijoux pour notre anniversaire de mariage. C'était si réel, Sandrine. Je me suis levé, je suis allé dans le bureau, et puis j'ai réalisé que c'était impossible. Elle n'est plus là. Le coffre? La voix de Sandrine s'était tendue imperceptiblement, comme une corde de guitare qu'on commence à accorder. Oh, tu sais, ce vieux coffre que j'ai depuis 40 ans, derrière le tableau dans le bureau. Je devrais probablement m'en débarrasser. Je ne me souviens même plus du code. Quelque chose avec la date de naissance de Thierry, je crois. Ou peut-être notre anniversaire de mariage. Je ne sais plus. J'ai raccroché, en sachant que j'avais planté la graine. Une graine qui allait germer dans son esprit calculateur, nourri par sa cupidité et son impatience. Le deuxième appel est venu 3 nuits au plus tard. Cette fois, j'étais prêt. Gérard avait installé une application sur mon téléphone qui enregistrait automatiquement tous les appels entrants, avec l'heure exacte, la durée et la qualité sonore nécessaire pour une éventuelle expertise judiciaire. J'avais également branché un vieil enregistreur à cassette près de mon lit, une redondance technologique que mon ami avait qualifiée de « paranoïa productive ». J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché avec une voix ensommeillée, tremblante, parfaitement calibrée pour jouer le vieillard confus qu'elle croyait que j'étais devenu. « Allô? Qui est là? »« Papa. » La voix de Thierry, encore, plus convaincante cette fois, comme si quelqu'un avait affiné les réglages du programme, ajusté les paramètres pour corriger les failles de la première tentative. « Papa, c'est moi. » « Il faut que tu m'aides. » J'ai joué le jeu avec tout le talent dont j'étais capable. « Thierry, mon fils, c'est vraiment toi? Mais comment? Je croyais que tu... » « Je sais, papa, je sais ce que tu croyais, mais écoute-moi, je suis en difficulté. J'ai besoin que tu ouvres le coffre. Le code, tu te souviens du code? Le coffre. Mais Thierry, ta mère me disait que... Oublie ce que maman disait. C'est urgent, papa. Le code, c'est la date de ma naissance. C'est ça. Et voilà. Le piège se refermait, pièce par pièce. Non, ai-je dit lentement, laissant ma voix se briser, comme celle d'un homme au bord des larmes. Ce n'est pas ta date de naissance, c'est quelque chose de plus personnel. Un souvenir entre nous.
Dis-moi, papa, dis-moi le code. C'est la date où tu m'as appelé papa pour la première fois. Tu avais 3 ans. Tu ne te souviens pas. C'était un soir d'orage. Tu étais venu dans notre lit parce que tu avais peur du tonnerre. Et au lieu de dire « père », comme tu le faisais avant, tu as dit « papa », le 15 mars 1982. Tu t'en souviens, mon fils? Un silence, long, pesant. La voix artificielle ne pouvait pas répondre à ça parce que Sandrine ne connaissait pas cette histoire. Personne ne la connaissait, sauf moi et Colette, qui l'avait emportée dans sa tombe. Papa, je ne me souviens plus très bien de cette époque. Dis-moi juste le code. Le 15 mars 1982, ai-je répété avec un sanglot parfaitement contrôlé. Le jour où tu as cessé de dire « père » et où tu as commencé à dire « papa ». C'était le plus beau jour de ma vie, tu sais, mieux que notre mariage avec ta mère, mieux que le jour de ta naissance, le jour où tu m'as choisi comme ton papa. Nouveau silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner, le programme essayant de formuler une réponse appropriée, la personne derrière la machine cherchant comment continuer sans se trahir. D'accord, papa. Alors le code, c'est 15 03 82. Non, juste 1503. 4 chiffres. C'est plus simple pour ma vieille mémoire. J'ai laissé passer 1 seconde, 2 secondes. Puis j'ai changé de ton, laissant tomber le masque du vieillard confus. Mais dis-moi, Thierry, pourquoi tu m'appelles papa maintenant, alors que dans le premier appel tu as dit père? Tu ne m'as jamais appelé père de toute ta vie, pas une seule fois, même quand tu étais en colère contre moi. Le silence qui a suivi était différent, plus lourd, plus dangereux, le silence de quelqu'un qui réalise que le piège s'est refermé sur lui. « Tu n'es pas mon fils », ai-je dit calmement, ma voix retrouvant la fermeté qu'elle avait quand je dirigeais une équipe de techniciens sur un chantier difficile. « Tu es une machine, ou plutôt, tu es quelqu'un qui utilise une machine, et je sais exactement qui tu es. » La ligne a été coupée avec un clic brutal. J'ai regardé mon téléphone dans la pénombre de ma chambre. L'enregistrement était complet. 4 minutes et 37 secondes de preuves irréfutables. Le clonage vocal, le faux code que j'avais donné, et surtout ma question finale qui démontrait que j'avais identifié la supercherie. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Il fallait que je confronte Sandrine directement, en présence de témoins, avec des preuves qu'elle ne pourrait pas nier. Le lendemain, j'ai appelé Léa directement, sur son portable personnel. C'était la première fois que je le faisais sans passer par Sandrine, sans la prévenir, sans lui demander la permission, comme si ma propre petite fille était une étrangère qu'on ne contacte que par procuration. « Grand-père, tout va bien? Maman m'a dit que tu allais pas très bien ces derniers temps. »« Oui, ma chérie, je vais bien. Mieux que ta mère ne le croit, en tout cas. » Un silence surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Léa, je voudrais que tu viennes me voir ce week-end, sans ta mère. Seule. J'ai quelque chose d'important à te montrer. Quelque chose que tu dois voir par toi-même, avant que j'en parle à qui que ce soit d'autre. Sans maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Tu me fais peur. Ne t'inquiète pas, c'est une surprise pour ton bac. Je voudrais t'aider avec quelque chose, mais c'est entre nous. Tu peux venir samedi après-midi? Léa a accepté après une hésitation que je comprenais parfaitement. Je lui demandais de mentir à sa mère, de venir me voir en cachette. Ce n'était pas le genre de choses qu'un grand-père demande normalement à sa petite-fille. Mais les circonstances n'avaient rien de normal. Les quelques jours d'attente ont été les plus longs de ma vie, depuis la mort de Colette. Je dormais mal,
vérifiant les serrures 3 fois avant de me coucher, gardant mon téléphone chargé sur ma table de nuit, avec l'enregistrement de l'appel prêt à être joué au cas où quelque chose tournerait mal. Je savais que Sandrine allait probablement tenter quelque chose de plus direct, maintenant que ses manœuvres téléphoniques avaient échoué 2 fois. Elle était dos au mur, même si elle ne le savait pas encore. Les prédateurs deviennent dangereux quand ils sentent leur proie leur échapper. Le jeudi soir, elle m'a appelé avec une voix qui oscillait entre la sollicitude et l'urgence. « Papa Pierre, j'ai de bonnes nouvelles. Le docteur Verdier peut vous recevoir demain pour un bilan cognitif complet. C'est juste pour vérifier que tout va bien là-haut, vous savez. Avec tous ces épisodes de confusion que vous avez eus, c'est important de faire un point médical. » Un bilan cognitif. Voilà donc la prochaine étape de son plan. Si un médecin me déclarait diminué mentalement, elle pourrait demander une mesure de protection juridique, une tutelle, ou pire, une curatelle renforcée qui lui donnerait le contrôle total de mes finances, de ma maison, de tout ce que je possédais. Je ne me sens pas très bien, Sandrine. On peut reporter à la semaine prochaine ? C'est justement parce que vous ne vous sentez pas bien qu'il faut consulter rapidement. Le docteur Verdier est très demandé. Il m'a fait une faveur en vous prenant si vite. Je passe vous chercher demain à 10 heures. D'accord ? Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre à peine déguisé en question. D'accord, ai-je dit d'une voix faible, résignée. À demain, Sandrine. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Gérard. Il faut qu'on accélère, elle essaie de me faire examiner par un médecin demain. Je parie qu'elle a déjà briefé ce docteur sur ce qu'il doit trouver. J'ai avancé de mon côté, m'a répondu Gérard, avec une satisfaction dans la voix que je reconnaissais bien. L'adresse IP des appels nocturnes. Ils viennent tous d'un service de téléphonie, par Internet, basé à l'étranger. Mais les connexions au service pour configurer le clone vocal ont été faites depuis une adresse française. Plusieurs adresses, en fait, mais la principale, celle qui revient le plus souvent. L'adresse de Sandrine ? Exact, et j'ai aussi retrouvé des traces de ses recherches Internet. Elle n'a pas pensé à utiliser la navigation privée, l'amateur. Comment cloner une voix avec l'IA, tutelle personne âgée condition, accès compte bancaire, parents décédés. Pierre, cette femme a planifié tout ça méthodiquement depuis des mois, peut-être des années. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi avait encore espéré me tromper, trouver une explication innocente à tout ce qui s'était passé. Cette partie venait de mourir définitivement. Envoie-moi tout par email et appelle l'avocat dont tu m'avais parlé. Je vais avoir besoin de conseils juridiques avant samedi. Le vendredi matin, je n'ai pas attendu Sandrine. Je me suis levé à l'aube, j'ai pris ma vieille Renault qui dormait dans le garage depuis des semaines et je suis allé directement chez Maître Delacroix, l'avocat spécialisé en droit de la famille que Gérard connaissait depuis son club de bridge. Le cabinet se trouvait dans le centre-ville de Lyon, dans un immeuble haussmannien aux moulures élégantes et aux escaliers de marbre usés par des générations de pas. Maître Delacroix m'a reçu dans son bureau encombré de dossiers, une pièce qui sentait le vieux papier et le café froid. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris coiffés en arrière, des lunettes à monture épaisse et une façon de vous regarder par-dessus ses verres qui vous donnait l'impression qu'il lisait dans vos pensées avant même que vous ouvriez la bouche. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir craquelé et m'a écouté pendant 1 heure, prenant des notes sur un bloc jaune, ne m'interrompant que pour demander des précisions ou des dates exactes. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé longuement. « Monsieur Morel, ce que vous décrivez constitue plusieurs infractions pénales graves. Escroquerie,
tentative d'escroquerie, usurpation d'identité et possiblement tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et des amendes considérables. Je sais, mais vous hésitez à porter plainte. Ma petite fille, elle a 17 ans. Elle ne sait rien de tout ça. Elle aime sa mère malgré ses défauts. Si je porte plainte, elle va perdre sa mère, peut-être pour longtemps, et elle va apprendre que toute son enfance était basée sur des mensonges. Maître Delacroix a hoché la tête lentement, comme s'il avait entendu ce dilemme des centaines de fois dans sa carrière. Je comprends, Monsieur Morel. La protection des enfants, même grands, est souvent ce qui retient les victimes d'agir. Mais vous devez aussi penser à vous protéger vous-même. Si cette femme continue ses manœuvres, elle finira par réussir. La prochaine fois, ce sera peut-être une tutelle qui vous privera de tous vos droits, ou quelque chose de pire encore. J'ai pensé à l'appel nocturne, à la voix de Thierry utilisée comme un outil de manipulation, à ces 4 années où j'avais donné sans compter à quelqu'un qui ne voyait en moi qu'une source de revenus à exploiter, à cette confiance que j'avais accordée et qui avait été trahie de la façon la plus cruelle possible. Qu'est-ce que vous suggérez? Un compromis juridique. On confronte Madame Sandrine avec les preuves, en présence de témoins qualifiés. On lui propose un accord amiable. Elle renonce à tout droit sur votre succession, s'engage à rembourser les sommes détournées selon un échéancier raisonnable et accepte une interdiction de vous contacter ou de contester vos décisions médicales et financières. En échange, vous ne portez pas plainte au pénal. Et si elle refuse, alors on transmet le dossier au procureur et on la laisse s'expliquer devant un tribunal correctionnel. Avec les preuves que vous avez rassemblées, elle n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Mais je doute qu'elle refuse. Les gens comme elle préfèrent les arrangements discrets au scandale public. Ils ont trop à perdre. J'ai réfléchi un long moment. C'était un plan raisonnable, pragmatique, qui préservait ce qui pouvait être préservé tout en me protégeant contre de futures tentatives. Mais il manquait quelque chose. Avant tout ça, je veux que Léa sache. Je veux qu'elle entende la vérité de ma bouche, pas d'un avocat ni d'un tribunal. Je veux qu'elle comprenne ce qui s'est passé et qu'elle puisse faire son propre choix en connaissance de cause. Maître Delacroix a semblé surpris, puis un léger sourire a étiré ses lèvres. Vous êtes un homme bien, Monsieur Morel. Votre fils aurait été fier de vous. Ces mots m'ont serré la gorge si fort que je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement hoché la tête et je suis parti, le dossier de preuve sous le bras, prêt pour ce qui allait venir. En sortant du cabinet, j'avais 8 appels manqués de Sandrine et 3 messages vocaux de plus en plus agacés. « Où êtes-vous, papa Pierre? Le rendez-vous chez le médecin est dans 1 heure. Répondez-moi, s'il vous plaît, je m'inquiète. Si vous ne répondez pas, j'appelle la police pour qu'ils viennent vérifier que vous allez bien. » Je n'ai rappelé aucun de ces messages. Qu'elle s'inquiète, qu'elle imagine le pire, qu'elle passe quelques heures à se demander si son plan avait été découvert. Le samedi après-midi, Léa est arrivée vers 14 heures. Elle avait pris le train depuis Lyon où elle était en internat, puis un bus jusqu'à Bronn, en la voyant marcher dans l'allée du jardin, avec son sac à dos d'étudiante et sa démarche un peu pressée. J'ai été frappé par sa ressemblance avec Thierry. La même façon de balancer légèrement les épaules en marchant, le même regard curieux qui prenait tout en note. « Grand-père !» Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil de la porte, et j'ai respiré cette odeur de shampoing à la pomme qu'elle utilisait depuis l'enfance. Tu m'as fait peur avec ton message mystérieux. Alors, c'est quoi cette surprise? Entre, ma chérie, on va s'asseoir et parler.
Je l'ai installée au salon, lui ai préparé un chocolat chaud avec les marshmallows qu'elle aimait quand elle était petite, et je me suis assis en face d'elle dans le fauteuil, où Colette tricotait, autrefois ses pulls. Interminables, par où commencer? Comment dire à une enfant de 17 ans que sa mère est une voleuse, une manipulatrice, quelqu'un qui a utilisé la voix de son père mort pour escroquer son grand-père? J'ai commencé par le plus simple, les faits, rien que les faits, présentés dans l'ordre chronologique comme je l'aurais fait pour un rapport technique à l'usine. Léa, il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines, quelque chose que tu dois absolument savoir. Je lui ai tout raconté, l'appel nocturne à 3h47, la voix de Thierry qui avait résonné dans ma chambre avec une perfection terrifiante. Le père qui avait trahi, l'imposture parce que mon fils, son père, ne m'avait jamais appelé ainsi. Les recherches avec Gérard, l'ami informaticien qui m'avait expliqué comment fonctionnait le clonage vocal par intelligence artificielle. J'ai sorti les documents, les relevés bancaires avec les 47 000 € de virement, la notification de la banque concernant la demande de crédit frauduleuse de 50 000 €, les captures d'écran des recherches Internet effectuées depuis l'adresse de Sandrine, les enregistrements des 2 appels nocturnes que j'ai joués sur mon téléphone avec le volume au maximum. Au fur et à mesure que je parlais, le visage de Léa changeait. D'abord, l'incrédulité, cette expression de quelqu'un qui entend quelque chose de tellement énorme qu'elle ne peut pas être vraie. Puis le choc, les yeux qui s'agrandissent, la bouche qui s'entr'ouvre, et finalement, quelque chose de plus sombre, de plus adulte, de plus douloureux, une compréhension qui n'aurait pas dû venir si tôt dans une vie. Elle n'a pas pleuré, elle était comme figée, les mains serrées autour de sa tasse de chocolat refroidi qu'elle n'avait pas touché. Son regard était fixé sur un point invisible quelque part derrière moi, comme si elle regardait tout son passé se réorganiser sous une lumière nouvelle et cruelle. Quand j'ai fini, le silence est tombé entre nous, lourd comme une pierre tombale. « Tu es sûr ?» a-t-elle fini par demander. Sa voix était blanche, vidée de toute émotion. « Tu es vraiment, absolument sûr que c'est elle ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement complet du 2e appel. La voix de son père, artificielle mais terriblement convaincante, demandant le code du coffre avec une urgence feinte. Ma question sur le papa et le père. Le silence révélateur. La coupure brutale. Léa a écouté sans bouger, sans respirer presque. Puis elle a fermé les yeux, et j'ai vu une larme glisser sur sa joue, une seule, qu'elle a essuyée d'un geste rageur. Elle m'a dit que tu allais mal, a-t-elle murmuré, les yeux toujours fermés. Elle m'a dit que tu confondais les souvenirs, que tu avais des hallucinations, que tu parlais à papa comme s'il était encore vivant. Elle voulait que je l'accompagne pour t'emmener voir un médecin. Elle disait que c'était pour ton bien, qu'il fallait peut-être envisager une résidence médicalisée. Mon cœur s'est serré. Sandrine n'avait pas seulement essayé de me voler. Elle avait essayé de retourner ma propre petite fille contre moi, de l'utiliser comme instrument de ma destruction. Ma chérie, je ne vais pas mal. Je suis le même que j'ai toujours été. Mon esprit fonctionne parfaitement. Mes souvenirs sont intacts. Mais ta mère... Je sais. Sa voix était dure maintenant, avec une maturité que je ne lui connaissais pas. Je sais, grand-père. Je crois que je savais depuis longtemps, quelque part, mais je ne voulais pas voir. L'argent qui disparaissait sans explication, les nouveaux vêtements et les bijoux, alors qu'elle disait avoir des difficultés, les week-ends qu'elle passait soi-disant chez une amie, mais d'où elle revenait bronzée en plein hiver. Je me disais que c'était juste le deuil, qu'elle gérait mal la mort de papa,
qu'elle avait besoin de se faire du bien. Elle a rouvert les yeux et m'a regardé avec une intensité qui m'a rappelé Colette quand elle prenait une décision importante. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je voulais d'abord que tu saches, avant de décider quoi que ce soit, avant d'impliquer des avocats ou la police, je voulais que tu entendes la vérité de ma bouche. Et maintenant, j'ai hésité. Je ne veux pas te faire choisir entre elle et moi. Tu es sa fille, elle reste ta mère, quoi qu'elle ait fait. » Léa a secoué la tête avec une fermeté qui m'a surpris. Je suis aussi la fille de mon père. Et si elle a utilisé sa voix pour te voler, sa voix s'est brisée un instant, puis s'est raffermie. Elle ne mérite pas que je la choisisse, pas après ça, pas après avoir profané la mémoire de papa comme ça. Nous sommes restés assis là, dans ce salon où Thierry avait fait ses devoirs, où Colette avait organisé des fêtes d'anniversaire, où tant de souvenirs heureux flottaient encore dans l'air malgré tout. Puis Léa m'a pris la main, cette main ridée de vieil homme qui avait construit des machines, réparé des pannes, porté des cercueils. « Je veux être là quand tu la confronteras, » dit-elle. « Je veux qu'elle me regarde dans les yeux. Je veux qu'elle sache que je sais. » J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Ma petite fille, mon dernier lien avec Thierry, choisissait la vérité plutôt que le confort du mensonge. Je ne pouvais pas être plus fier d'elle. La confrontation a eu lieu le dimanche suivant. J'avais appelé Sandrine le samedi soir pour lui demander de venir, prétextant avoir enfin retrouvé le code du coffre et vouloir lui montrer quelque chose pour Léa en cas de problème. L'appât était grossier, mais sa cupidité était plus forte que sa prudence. Elle a accepté immédiatement, la voix vibrante d'une excitation qu'elle peinait à dissimuler. « Bien sûr, papa Pierre, je serai là demain à 15 heures. Reposez-vous bien cette nuit. » Elle est arrivée à l'heure dite, ponctuelle comme toujours quand il y avait quelque chose à gagner. Souriante, parfumée, habillée avec cette élégance discrète qui lui allait si bien. Elle ne savait pas que sa fille était déjà là, cachée dans la cuisine, avec Gérard et Maître Delacroix, qui avait accepté de servir de témoin. « Papa Pierre, vous avez l'air en forme aujourd'hui. Vous avez meilleure mine que la dernière fois. » Entre Sandrine. « On a des choses importantes à discuter. » Je l'ai menée vers le salon où j'avais installé mon vieil ordinateur portable, celui où Gérard avait rassemblé toutes les preuves en dossiers soigneusement organisés. Des captures d'écran, des relevés bancaires, des enregistrements audio. Tout était là, prêt à être dévoilé. Sandrine s'est assise sur le canapé, croisant les jambes, avec cette grâce naturelle qui m'avait autrefois séduit, jetant un coup d'œil curieux à l'écran éteint. « Alors, vous avez retrouvé ce fameux code ?» Je commençais à me demander si ce coffre existait vraiment ou si c'était une de vos plaisanteries. « Tu te souviens de l'appel que j'ai reçu il y a 3 semaines ?» Celui où une voix qui ressemblait à Thierry me demandait le code du coffre. Son visage s'est figé une fraction de seconde, si brièvement qu'on aurait pu croire à un battement de paupières. Puis elle a affiché une expression de confusion parfaitement calibrée. Un appel de Thierry. « Papa Pierre, qu'est-ce que vous racontez ? Thierry est mort il y a 4 ans. Vous le savez bien. » Oui, il est mort, mais quelqu'un a utilisé sa voix, recréée par intelligence artificielle, pour m'appeler en pleine nuit et essayer de me soutirer le code de mon coffre. C'est impossible. Vous avez dû rêver. Je vous l'ai dit. À votre âge, les cauchemars peuvent sembler très réels. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai ouvert le premier fichier audio. L'enregistrement de l'appel nocturne a rempli la pièce. La voix de mon fils mort résonnant dans le salon où il avait grandi.
Papa, ouvre, il me cherche. Le code, vite. Puis ma voix, calme, posant la question, piège. Le silence, révélateur. La coupure. Sandrine avait pâli. Ses mains, sur ses genoux serrés, tremblaient visiblement malgré ses efforts pour garder contenance. Je ne comprends pas, dit-elle, mais sa voix était moins assurée, plus aiguë. Quelqu'un vous a fait une mauvaise blague, un escroc qui... Pas quelqu'un, toi. Quoi? C'est ridicule. Pourquoi je ferais une chose pareille? Vous êtes bien devenu complètement paranoïaque, papa Pierre. J'ai ouvert le deuxième fichier. Les captures d'écran des recherches Internet effectuées depuis son adresse IP. Comment cloner une voix avec l'IA. Service de voice cloning gratuit. Tutelle personne vulnérable procédure. Accès compte bancaire personne sous tutelle. La liste défilait sur l'écran comme un acte d'accusation, date après date, recherche après recherche. Sandrine s'est levée brusquement, le visage déformé par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Ces preuves ne veulent rien dire. N'importe qui peut falsifier des captures d'écran. Vous êtes manipulé, papa Pierre. Quelqu'un vous monte contre moi. C'est peut-être cet ami informaticien dont vous m'avez parlé, ce Gérard. Il vous met des idées dans la tête. Maman. La voix venait de la porte du salon. Léa se tenait là, le visage dur comme le marbre, les bras croisés sur sa poitrine. Derrière elle, Gérard et Maître de la Croix formaient un mur silencieux de témoins. Sandrine s'est retournée comme si on l'avait frappée. Tout son corps s'est raidi, et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Pas du remords, de la peur. Léa, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à Lyon pour tes révisions. J'écoute. J'écoute comment tu as utilisé la voix de papa pour voler grand-père. Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ton grand-père est confus. Il imagine des choses. Tu sais comment sont les personnes âgées, parfois elles. J'ai entendu l'enregistrement. La voix de Léa était ferme, sans trace de doute. J'ai vu les preuves, j'ai vu les relevés bancaires, avec les 47 000 € que tu lui as soutirés en 4 ans. J'ai vu la demande de crédit de 50 000 € que tu as faite à son nom. Sandrine a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait à court de mots, comme un acteur qui oublie son texte au milieu d'une représentation. Comment tu as pu faire ça, maman? Comment tu as pu prendre sa voix, la mémoire de papa, et les transformer en outil de vol? Tu n'as donc aucune limite? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je voyais les pensées défiler sur le visage de Sandrine, les calculs, les tentatives de trouver une échappatoire, une explication, quelque chose qui pourrait retourner la situation en sa faveur. Finalement, quelque chose a changé dans son expression. La façade de belle-fille dévouée s'est effondrée, révélant quelque chose de plus dur, de plus désespéré. « Tu ne comprends pas », dit-elle. Et sa voix avait changé aussi. Plus de douceur feinte, quelque chose de froid, de calculateur. L'assurance vie de Thierry, elle n'a pas duré. Les dettes qu'il m'a laissées, les factures, le loyer qui augmente chaque année. Tu crois que c'est facile d'élever une fille seule, sans aucune aide? Tu as reçu mon aide pendant 4 ans, ai-je dit calmement. 47 000 € d'aide, plus tout ce que j'ai payé directement, les études de Léa, le voyage en Italie, les cadeaux de Noël. Ce n'était pas assez, ça n'est jamais assez. Vous vivez dans cette grande maison, avec vos économies, vos bijoux, votre coffre plein d'argent, et nous on se débat pour joindre les deux bouts. Vous aviez plus que vous n'en aviez besoin. Alors tu m'as volé, pendant 4 ans. Et quand ça n'a plus suffi,
Tu as décidé de me faire interner pour prendre le contrôle de tout le reste. Ce n'est pas Madame Morel. C'était Maître Delacroix qui avait parlé, s'avançant dans la pièce, avec le calme d'un homme habitué aux confrontations tendues. Je vous conseille fortement de ne plus rien dire. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous si Monsieur Morel décide de porter plainte. Et croyez-moi, avec les preuves qu'il a rassemblées, vous n'avez pratiquement aucune chance devant un tribunal. Sandrine s'est tournée vers lui, méfiante et hostile. « Qui êtes-vous » ? L'avocat de Monsieur Morel, et j'ai ici un document qui pourrait vous éviter la prison. Il a posé sur la table basse un dossier épais, relié de bleu, avec mon nom et celui de Sandrine en tête. L'accord que nous avions préparé ensemble, article par article, pendant des heures de travail méticuleux, renonciation à tout droit sur ma succession et sur les biens de la famille Morel, engagement de remboursement des 47 000 € détournés, selon un échéancier de 10 ans, avec un premier versement de 5 000 € dans les 30 jours. Interdiction de me contacter ou de se présenter à mon domicile sans invitation explicite. Interdiction de contester mes décisions médicales ou financières, présentes ou futures. En échange, pas de poursuite pénale. Sandrine a pris le dossier d'une main qui tremblait visiblement maintenant. Elle l'a feuilleté rapidement, ses yeux parcourant les clauses avec l'expertise de quelqu'un qui sait lire un contrat. Et si je refuse, alors ces preuves iront au procureur de la République, ai-je dit, et tu passeras les prochaines années à t'expliquer devant un tribunal correctionnel. Escroquerie, usurpation d'identité, tentative d'abus de faiblesse sur personne vulnérable. Maître Delacroix estime que tu risques entre 3 et 5 ans de prison ferme. Avec ta fille dans la galerie du public, a ajouté Léa d'une voix glaciale. Moi, assise là, à regarder le monde entier découvrir ce que tu as fait, à entendre l'enregistrement de la voix de papa, diffusée comme pièce à conviction. Sandrine a regardé sa fille, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas du remords, je crois. Elle en était incapable, mais de la peur de perdre la seule chose qui lui restait, le seul lien qu'elle n'avait pas encore complètement détruit. Léa, ma chérie, tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour notre avenir. Ton grand-père ne comprend pas. Il a toujours eu de l'argent. Il ne sait pas ce que c'est que de compter chaque euro. Non. La voix de Léa était ferme comme l'acier. C'était pour toi. Moi, je n'ai jamais demandé l'argent de grand-père. Je n'ai jamais demandé que tu utilises la voix de papa comme une arme. Tu as fait ça pour toi, maman, parce que tu voulais plus, toujours plus, et que tu t'en fichais de qui tu blessais pour l'obtenir. Le silence qui a suivi était le plus lourd de toute cette confrontation. Sandrine regardait sa fille avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la colère, de la honte, ou juste la prise de conscience froide que sa manipulation avait échoué sur tous les fronts. Finalement, elle a pris le stylo que Maître Delacroix lui tendait, et, page après page, elle a signé. Quand elle a eu fini, elle s'est levée lentement, comme une vieille femme. Elle n'a pas essayé de se justifier, n'a pas demandé pardon, n'a pas fait de scène. Elle a juste regardé Léa une dernière fois, cherchant peut-être un geste, un regard, quelque chose qui ressemblerait à de l'espoir. Mais Léa avait détourné les yeux. Elle regardait par la fenêtre, vers le jardin où elle avait joué enfant, vers le cerisier de Colette qui attendait le printemps pour fleurir. Sandrine est partie sans un mot. La porte d'entrée s'est refermée doucement, et j'ai entendu le bruit de ses talons sur l'allée de gravier, puis le moteur de sa voiture, puis le silence. C'était fini.
Les semaines qui ont suivi ont été étranges, comme une convalescence après une longue maladie dont on ne savait pas qu'on souffrait. Léa a passé les vacances de Noël chez moi, dans sa chambre d'enfant, que je n'avais jamais eu le cœur de transformer. Nous avons parlé de Thierry, vraiment parlé, pour la première fois depuis sa mort. Pas des circonstances, de l'accident, ni du chagrin sans fond qu'il avait laissé, mais de lui, de l'homme qu'il était, de sa façon de rire trop forte aux blagues stupides, de ses rêves d'aventure qu'il n'avait jamais eu le temps de réaliser, de la fierté qu'il aurait eue de voir sa fille devenir une jeune femme aussi forte et courageuse. « Tu sais pourquoi il t'appelait toujours papa ?» m'a demandé Léa un soir, alors que nous regardions les vieilles vidéos de famille que Gérard avait récupérées et restaurées. Non, pourquoi? Il m'a raconté une fois. On était en voiture, il me ramenait de l'école, et je lui avais demandé pourquoi il ne disait pas « père », comme certains de mes amis avec leur papa. Il m'a dit que « père », c'était trop froid, trop formel, que ça créait une distance, une barrière. Mais papa, c'était comme un câlin dans un mot qui dit « je t'aime » sans avoir besoin de le prononcer. J'ai souri, les larmes aux yeux. Mon fils, mon Thierry, même mort, même absent, même réduit à des souvenirs et des enregistrements, il trouvait encore le moyen de me protéger. Sandrine a tenu parole, au moins en partie. Elle a commencé à rembourser les sommes détournées, par petits versements mensuels qui arrivaient avec une régularité qui ne lui ressemblait pas. Elle n'a plus jamais essayé de me contacter, ne s'est plus jamais présentée à ma porte, n'a plus jamais fait semblant de s'inquiéter pour ma santé ou mon bien-être. Aux dernières nouvelles qui me sont parvenues par Léa, elle avait déménagé dans une autre région, quelque part dans le sud, et refaisait sa vie loin des souvenirs et des regards de ceux qui savaient ce qu'elle avait fait. Raymond, le mécanicien qui avait été mon voisin pendant 30 ans, m'a dit qu'il l'avait croisé une fois, par hasard, dans un centre commercial à Marseille. Elle avait pris du poids, portait des vêtements ordinaires, et avait détourné le regard quand elle l'avait reconnue. Elle avait l'air d'une femme ordinaire, m'a-t-il dit. Pas de bijoux, pas de manteau de luxe, juste quelqu'un qui fait ses courses le samedi après-midi. Je ne sais pas si c'est une forme de justice ou juste le cours normal des choses. Peut-être les deux. Léa parle encore à sa mère, de temps en temps, un appel par mois, bref et prudent, sans vraie chaleur mais sans hostilité non plus. Je ne lui ai jamais demandé de couper complètement les ponts. C'est sa mère, après tout, malgré tout. Les liens du sang ne se tranchent pas comme des câbles de frein, même quand on le voudrait. Mais Léa vit maintenant avec moi. Elle a terminé son bac avec mention bien. S'est inscrite à l'université de Lyon en première année de droit. Elle dit qu'elle veut devenir avocate, spécialisée dans la protection des personnes vulnérables, des personnes âgées victimes d'abus de confiance ou de manipulation. C'est à cause de ce qui t'est arrivé? Lui ai-je demandé un soir, curieux. Elle a souri, ce sourire de Thierry, qui me réchauffait le cœur. En partie, mais surtout, je veux aider les gens qui n'ont personne pour se battre pour eux. Les gens qui font confiance et qui se font avoir. Je veux être la voix de ceux qui n'en ont plus. Je crois que son père serait incroyablement fier. La maison est moins silencieuse maintenant. Le matin, j'entends Léa faire du café dans la cuisine, exactement comme Thierry le faisait, en pestant contre la cafetière qui met trop de temps à chauffer et en jurant quand elle se brûle les doigts sur la tasse. Le soir, nous dînons ensemble, parfois en parlant de tout et de rien, parfois en silence, mais c'est un bon silence, celui des gens qui n'ont rien à prouver
rien à cacher, rien à craindre l'un de l'autre. J'ai changé le code du coffre, finalement. Ce n'est plus le 15 mars 1982, le jour où Thierry m'a appelé papa pour la première fois. C'est maintenant le 17 décembre 2023, le jour où Léa a choisi de rester avec moi, le jour où elle a regardé sa mère en face et a décidé que la vérité valait plus que le confort du mensonge. Certains soirs, quand le sommeil ne vient pas et que les souvenirs me tiennent compagnie dans l'obscurité, je regarde par la fenêtre le cerisier que Colette a planté il y a 40 ans. Ses branches nues dessinent des arabesques contre le ciel d'hiver, et je sais qu'au printemps, il fleurira encore avec cette obstination qui me donne du courage, et je pense à toutes ces petites choses qui nous définissent vraiment. Pas l'argent qu'on accumule, pas les possessions qu'on entasse, pas les codes de coffre-fort ni les relevés bancaires, mais les mots qu'on choisit, les gestes qu'on pose, la façon dont on appelle ceux qu'on aime. Thierry m'appelait « papa ». C'était notre langage secret, notre pacte silencieux, notre façon de dire « je t'aime » sans avoir à le prononcer à voix haute. Sandrine ne pouvait pas le savoir. Aucune intelligence artificielle, aussi perfectionnée soit-elle, ne pouvait comprendre ce qui se cachait derrière ces 2 syllabes. C'est pour ça qu'elle a échoué. C'est pour ça que son piège s'est refermé sur elle plutôt que sur moi. Découvrir le pot aux roses, dit l'expression française. Révéler le secret caché, la vérité qu'on voulait garder enfouie. Cette nuit-là, à 3h47, quelqu'un a essayé de me voler en utilisant la voix de mon fils mort. Mais c'est justement cette voix, ou plutôt ce qu'elle ne savait pas dire, qui m'a sauvé. Si vous écoutez cette histoire, si vous avez vous-même des proches qui vieillissent seuls, qui font confiance parce qu'ils ont besoin d'aimer et d'être aimés, restez vigilants. Les prédateurs ne portent pas de costume noir et de chapeaux à large bord comme dans les films. Ils portent des sourires chaleureux et des mots de réconfort. Ils savent exactement ce que vous voulez entendre, et ils le disent avec une sincérité parfaitement calibrée. Mais ils ne savent pas ce qui compte vraiment, les petits mots, les habitudes intimes, les souvenirs que seul l'amour véritable peut créer et préserver. C'est ça, au final, qui nous protège. Pas les coffres forts, ni les codes secrets, ni les systèmes de sécurité. L'amour, celui qu'on donne et celui qu'on garde au plus profond de soi. Celui qui survit même après la mort de ceux qui l'ont allumé en nous. Thierry m'a appelé papa jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce petit mot, ce tout petit mot de 4 lettres, qui m'a permis de reconnaître l'imposture et de sauver ce qui me restait. J'ai 74 ans. J'ai perdu ma femme, mon fils, et la confiance en quelqu'un que je considérais comme ma fille. Mais j'ai aussi gagné quelque chose, une petite fille qui a choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge. Une preuve vivante que l'amour, même brisé, même trahi, peut se reconstruire sur des fondations plus solides. Le téléphone ne sonne plus à 3h47. Les nuits sont redevenues ce qu'elles devraient être, des moments de repos peuplés de rêves ordinaires et de souvenirs doux amers. Et quand je me réveille parfois en pensant avoir entendu la voix de Thierry, je sais maintenant que c'est juste mon cœur qui refuse d'oublier, et c'est bien ainsi. Quand Léa m'appelle depuis l'université, quand sa voix résonne dans le combiné avec cette chaleur qui me rappelle tant son père, elle dit toujours « Allô, grand-père, c'est moi ». Et je souris, parce que je sais que c'est elle, vraiment elle. Les petits mots ne mentent jamais. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous craignez de perdre, partagez-la. Parlez à vos proches, posez des questions, même les questions difficiles.
Écoutez les réponses, même quand elles vous font peur. Et souvenez-vous, la technologie peut copier une voix, mais elle ne peut pas copier l'amour. Les petits détails que seul un cœur attentif peut remarquer, que seule une vie partagée peut créer, c'est ça la vraie protection contre ceux qui voudraient nous utiliser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus parlé et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent, des histoires de gens ordinaires qui ont traversé l'extraordinaire et qui en sont sortis plus forts. Ce n'est pas la fin de la mienne, parce qu'à 74 ans, j'ai compris quelque chose d'important. La vie ne s'arrête pas quand on perd ceux qu'on aime. Elle continue, différente, plus lente peut-être, plus solitaire parfois, mais elle continue. Et tant qu'il reste quelqu'un pour dire papa ou grand-père, avec de l'amour dans la voix, tant qu'il reste ces petits mots qui portent tout le poids du monde, alors il reste une raison de se lever le matin. Thierry me l'a appris à sa façon. Même absent, même silencieux, même réduit à une voix artificielle dans un téléphone au milieu de la nuit, il m'a protégé une dernière fois. C'est le plus beau cadeau qu'un fils puisse faire à son père. Et c'est ce que je transmets maintenant à Léa, sa fille, mon dernier lien avec lui. L'amour ne meurt pas, il se transforme, il change de forme, il passe de main en main comme un flambeau dans l'obscurité. Mais il ne meurt jamais vraiment. Pas tant que quelqu'un se souvient, pas tant que quelqu'un prononce les petits mots qui le contiennent. Et maintenant, chaque fois que je regarde le cerisier de Colette, chaque fois que je sens l'odeur du café mal fait, chaque fois que j'entends Léa rire de ses propres blagues, comme son père le faisait avant elle, je pense à eux. À tous ceux que j'ai aimés et qui sont partis, à tout ce qui a été et à tout ce qui sera encore. La vie continue. Les saisons passent. Le cerisier refleurit chaque printemps avec une fidélité qui me donne du courage. Et moi, Pierre Morel, 74 ans, veuf, orphelin de mon fils, je suis toujours là, debout, vivant, entouré de souvenirs et d'un avenir qui se reconstruit doucement, jour après jour, protégé par un mot de 4 lettres qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais comprendre. Papa, c'est tout ce qu'il faut, parfois. Un petit mot, et tout l'amour du monde dedans. Bonne nuit, mes amis. Et si votre téléphone sonne à 3h47, écoutez bien, pas juste les mots qu'on vous dit. Écoutez ce qui se cache derrière. Écoutez l'amour ou son absence. C'est là que se trouve la vérité, toujours là, dans les petits mots, dans les silences entre les phrases, dans ce que seul le cœur peut entendre. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et n'oubliez jamais, les vrais liens ne se copient pas. Ils se vivent jour après jour, mot après mot, jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à falsifier. C'est ma leçon, mon héritage, ce que Thierry m'a laissé sans le savoir. Et maintenant, c'est ce que je vous laisse à vous. Faites-en bon usage. La nuit est tombée sur Brunn. Les lumières des maisons voisines s'éteignent une à une, comme des yeux qui se ferment pour dormir. Dans ma chambre, sur ma table de nuit, le téléphone reste silencieux, gardien d'un secret que je n'ai plus besoin de protéger. Mais je n'ai plus peur, parce que je sais maintenant ce que je sais. Et ce savoir, cette conscience des petits détails qui font la différence entre l'amour vrai et sa contrefaçon, c'est ma forteresse, mon coffre-fort intérieur dont personne ne connaîtra jamais le code, sauf ceux qui m'aiment vraiment. Et eux, ils n'ont pas besoin de code. Ils ont juste besoin de dire papa ou grand-père
avec cette chaleur particulière, cette sincérité que rien ne peut imiter, cette tendresse que seule une vie partagée peut créer. C'est simple, finalement, tellement simple que les escrocs, avec toute leur technologie et leurs algorithmes sophistiqués, ne peuvent pas le comprendre. L'amour ne se hack pas, il ne se clone pas, il ne se télécharge pas, il se mérite, il se construit, il se vit. Et moi, Pierre Morel, à 74 ans, entouré de mes souvenirs et de ma petite fille qui dort dans la chambre à côté, je suis riche de cet amour-là, plus riche que n'importe quel coffre-fort ne pourra jamais le contenir. Bonne nuit, mes amis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ce n'est jamais vraiment la fin, n'est-ce pas? C'est juste le début d'autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, comme un bourgeon sur le cerisier en hiver, qui attend patiemment le printemps pour s'ouvrir et offrir au monde sa beauté fragile et tenace. La patience est mon outil. C'est ce que j'ai toujours dit à mes apprentis, à l'usine, il y a si longtemps que ça semble appartenir à une autre vie. La patience et l'attention aux détails. Je ne savais pas, à l'époque, à quel point cette leçon me sauverait un jour. Mais maintenant, je sais. Et c'est suffisant, plus que suffisant, c'est tout.